Salut les sangsues et les poilus. Non, je peux pas admettre ça, c'est trop de la merde. Eh bien, salut à vous les créatures de la nuit. Donc on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai eu pas mal de demandes de tutos et d'écriture scénaristique, et de création de campagne, etc. Donc on va faire plusieurs vidéos qui vont expliquer les petits tips et astuces que j'utilise principalement. Évidemment, je fais ça sans prétention, ça reste de l'amateur évidemment. On va déjà commencer par une petite vidéo qui va expliquer un petit peu globalement la mise en place d'une campagne sur Vampire. Il faut déjà qu'on sache les types de campagnes qui existent. Alors déjà, il y a la campagne linéaire, souvent utilisée du coup sur les one-shots. Donc, il y a une ligne droite, des murs partout, mais on pousse le joueur à avancer jusqu'à l'obtention de l'objectif. Évidemment, souvent, c'est une campagne, ce sont des scénarios utilisés principalement dans des one-shots, ou alors quand ce sont des campagnes de découverte. Ce que j'appelle campagne de découverte, c'est de 3-4 one-shots, pas plus. Nous avons donc ensuite la campagne classique. Alors, qu'est-ce que la campagne classique? Donc, c'est celle qu'on utilise principalement sur la chaîne. Donc pour moi, c'est une campagne avec une ligne narratrice, évidemment principale, donc une sorte de main quest, ainsi que plusieurs objectifs sur le côté. Donc il peut y avoir des objectifs secondaires à remplir, etc. et des rencontres aléatoires. Donc ça reste quand même, on donne quand même de la liberté aux joueurs, sans être trop guidé, mais tout en gardant quand même quelques rails. C'est-à-dire que le joueur on évite que le joueur divague et on le recentre sur la main quest de temps en temps. Mais cela dit, on lui laisse plusieurs angles d'attaque, ce qui est déjà très bien. C'est ce qu'on utilise principalement ici sur la chaîne pour éviter donc d'avoir trop de moments plats, évidemment. Ensuite, il y a l'open world. Alors l'open world, qu'est-ce que c'est? C'est le monde ouvert, c'est-à-dire le personnage fait tout ce qu'il veut, enfin les personnages font tout ce qu'ils veulent, ils peuvent aller à droite, à gauche, il y a tout de même une certaine ligne narrative au milieu, mais on les laisse quand même assez libres de leur mouvement et on ne les pousse pas à aller à tel ou tel endroit, et il y a principalement très peu, voire pas du tout de rails. Donc ça reste vraiment un monde ouvert où on montre que tout vit autour du joueur et qu'il a totalement le temps de construire son personnage, d'avoir des relations un peu plus poussées avec les PNJ. Et c'est aussi une très bonne façon de jouer, surtout à Vampire. On peut jouer beaucoup de chasse, etc. Surtout quand c'est du domaine personnel au joueur. Je trouve ça très intéressant. Après, sur une chaîne YouTube, évidemment, c'est pas forcément très cool à suivre, évidemment. Donc ici, on parlera évidemment d'une campagne classique. Du coup, évidemment, quand on commence avec Vampire, on ne sait pas où tourner la tête, surtout quand on voit l'imposante, quand on voit ce genre de pavé. Bon, c'est du loup-garou ici. Pardonnez-moi les sangsues. Alors déjà, il faut savoir le choix du thème. Choix du thème. Il faut savoir, est-ce qu'on va faire avancer le métaplot? Ce qui n'est pas forcément conseillé pour un joueur débutant ou surtout un MJ débutant. Est-ce que ça va être de la politique? Est-ce que c'est pour faire vivre des histoires personnelles aux joueurs? L'horreur personnelle, chose qui revient à la première version de Vampire et qu'on retrouve principalement aussi avec la V5 qui pousse beaucoup à ça. Donc c'est-à-dire autour de la perte d'humanité, la lutte pour l'humanité, ou des accroches humaines, ainsi que de la chasse et le côté prédation du vampire qui est bien remis en avant aussi. Donc il est préférable évidemment de distiller les infos concernant le métaplot si on débute évidemment. 2. Le choix de la ville. Le choix de la ville, c'est très important. Il faut voir la ville comme un PNJ. Les joueurs vont jouer dedans, ils vont jouer dans ce PNJ. Dit comme ça, c'est un peu étrange, je sais. Il faut faire son historique, sa situation avec les sectes, où est-ce qu'elle en est, ses territoires. Il faut vraiment penser la ville comme un PNJ. Ce qui nous mène vers le 3, les relations. Pour les relations, ça fait entre guillemets partie aussi de la création de ville. Je vous conseille vraiment d'utiliser du main mapping, c'est-à-dire c'est les fameuses petites feuilles qu'on trouve sur les tableaux de police et pour des enquêteurs, etc. Et c'est très important. Est-ce qu'une ville est sous l'emprise de la Camarilla déjà? Est-ce que c'est une ville appartenant aux anarches? Est-ce que c'est une ville au sabbat? Y a-t-il plusieurs baronnies? Enfin, il faut présenter tout ça. Donc y a-t-il plusieurs sectes dans cette ville? Est-ce qu'elle est découpée? Est-ce qu'elle est en guerre? Qui connaît quoi? Qui apprécie qui?
qui possède un lien de sang avec qui. Il faut vraiment commencer à poser des personnages ainsi que leurs relations. Y a-t-il des cadavres dans le placard? Y a-t-il de l'amour entre deux personnes, de l'envie, de la jalousie, une vieille querelle entre deux PNJ, ce qui peut être une source impressionnante de scénario aussi. C'est le moment où on va créer des PNJ. Alors, ce qui est important, surtout si vous êtes débutant, c'est d'utiliser des clans de base. N'allez pas chercher des clans, des lignées très loin, surtout, je pars du principe qu'on joue à la V20 là. C'est un recueil, non, utilisez vraiment les clans de base au début et vous distillerez au fur et à mesure des nouveaux clans, des nouvelles lignées, etc. Surtout quand les joueurs débutent, ça c'est très important parce que déjà il faut qu'ils comprennent la situation politique, les sectes, les clans. Et je trouve que pareil pour les clans, ce qui est important c'est les caricatures. Alors là, tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais moi je suis pas totalement contre utiliser des caricatures pour au début. Par exemple pour un toréador, le fameux toréador qui passe sa nuit au musée, qui est beau gosse, etc. Je pense que ça peut être intéressant quand on a des nouveaux joueurs à table d'utiliser ce genre de caricature au début. Attention, je dis bien au début, pour assimiler un petit peu le clan aux caricatures du clan à certains personnages. Par contre, il faut s'en détacher très rapidement pour éviter que tout le monde pense que tel ou tel clan sont toujours pareils, hein, ils ne sont pas des copier-coller. Et c'est là que ça peut être très marrant, c'est d'utiliser les clichés contre les PNJ. Ce PNJ qui est super beau gosse, qui adore l'art, n'est pas forcément un toréador. Après tout, on n'a pas besoin d'être un toréador pour apprécier l'art. 4. Les listes de lieux. Ça c'est très intéressant et c'est très important, c'est de faire la description des lieux, ainsi que lier certains PNJ aux lieux, par exemple pour les Elysium, c'est très important de faire les Elysium aussi en priorité, et ainsi que qu'est-ce qu'on peut croiser dans ce lieu, est-ce qu'il y a tel ou tel PNJ qui y vit, ou qui vient les squatter de temps en temps, y a-t-il plus ou moins de pourcentage de chance de rencontrer telle ou telle personne. Les lieux, c'est très intéressant, ainsi que si vous voulez aussi pousser encore le truc encore plus loin, quel type d'humain on peut y trouver pour s'y nourrir, par exemple. On peut même penser que les joueurs pourront divaguer de lieu en lieu sans forcément suivre le scénario tout droit, chose qui est intéressante parce qu'on peut penser aussi aux liens qui seront potentiellement tissés entre ces lieux-là, avec les PNJ, pour agrandir leur réseau ou peut-être même gagner des faveurs. 5. Là on s'attaque au gros, c'est-à-dire qu'il faut poser l'histoire, la campagne, le scénario, enfin. Maintenant on a tout, on a les PNJ, on a les lieux, on a la ville, on a les relations. Là, vous allez normalement avoir plein d'idées qui vont arriver. Quand vous allez voir le mind mapping entre les relations, vous allez vous dire « Mais oui, ça je peux le faire, ça peut être intéressant » et ça va même vous rajouter tellement d'histoires possibles qu'il faudra ensuite trier. Donc c'est très important d'écrire le début. Vous pouvez faire un début linéaire pour la mise en place de ce qui se passe et des scènes linéaires. Ensuite, écrire un milieu et une fin. C'est très important, sinon vous allez vous retrouver comme dans Lost. Donc, le milieu, ça vous pouvez avoir plusieurs possibilités environ, vous prévoyez à peu près plusieurs possibilités vers quoi ça peut vous mener, vers un milieu d'histoire évidemment, ainsi que plusieurs fins différentes, les potentielles fins différentes en fonction de tout ce que les joueurs peuvent avoir. Alors attention, évidemment vous pouvez modifier, ça c'est très important, c'est entre les sessions vous pouvez modifier ce qui peut se passer par la suite, parce que les joueurs vont partir dans des choses, vont soit partir vont changer les relations, faire des choses que vous n'allez même pas prévoir, chose qui est très importante d'ailleurs, c'est très cool. Et vous pouvez adapter votre histoire, mais attention de bien garder le milieu et la fin pour pouvoir garder une histoire cohérente. Ensuite, évidemment, vous adaptez. S'ils sont partis dans des situations imprévues, vous adaptez pour qu'ils arrivent à une fin intéressante. C'est pour ça qu'il faut prévoir beaucoup de fins possibles. Genre, par exemple, vous pouvez vous dire, bon, bah, ils y arriveront, ils auront une très bonne fin, bon, là, ils auront une fin, voilà, moyenne. Bon, là, par contre, ça tombe, ils vont faire une révolte anarque en ville. Bon, là, c'est possible que ce soit ça, etc. Vous prévoyez les fins possibles, mais évidemment, même si vous ne savez pas comment ils vont faire pour y arriver. Ça, vous le découvrirez en même temps, c'est ça la beauté aussi du jeu de rôle. Et vous allez laisser donc aux joueurs toute une liberté de possibilités. Vous donnez aussi la possibilité aux joueurs de tout changer l'histoire par la suite. Alors n'hésitez surtout pas à modifier au fur et à mesure des sessions certaines choses. Quand je dis modifier certaines choses, vous n'allez pas parce que ça vous arrange, vous n'allez pas changer la fin parce que ça vous arrange évidemment. Hein.
Vous allez vous dire, oh non, ils sont partis de l'autre côté, je vais faire autre chose. Non, 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 vous restez dans le scénario qui était prévu de base, mais vous rajoutez des missions, vous rajoutez des quêtes, vous faites, bon, ok, normalement, par exemple, je sais pas moi, ces deux PNJ-là devaient les aider, bon, bah là, ils se les ont mis à dos, bah ça va rajouter plein de pépins pour les PJ, chose qui n'était pas du tout prévue, et puis, pouf, ça peut faire tomber tout un pan de l'histoire, faire autre chose, et c'est génial, hein. Chose très importante aussi, quand vous écrivez des scénars, vous créez tout le temps des missions. Je pense surtout à là, parce que dans une campagne, il y aura plusieurs missions, que ce soit des quêtes secondaires, des quêtes principales. C'est très important, vous pouvez laisser plusieurs portes au PJ. C'est-à-dire, ne dites pas, oui, ils doivent faire obligatoirement ça. Alors, les PNJ peuvent dire au PJ, faites ça, mais les PJ ne sont pas obligés de suivre à la lettre ce que les PNJ leur dit. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, s'ils doivent infiltrer un entrepôt, on leur dit faites ça, laissez toutes les possibilités qu'ils peuvent faire, enfin, ne les bridez surtout pas. Et surtout, pensez aussi aux personnages, parce que Vampire reste du caractère driven story, c'est-à-dire que c'est les personnages qui vont guider l'histoire, toute l'histoire va tourner autour d'eux. Et c'est pour ça que c'est intéressant, regardez tout le temps les fiches personnages de vos joueurs et adaptez aussi les missions pour qu'ils soient faisables pour eux-mêmes. C'est-à-dire, on se retrouve souvent avec des joueurs, par exemple, si le joueur n'est pas bon en combat, ne le forcez pas forcément à se battre. Laissez-lui des échappatoires quand même, hormis s'il cherche la merde évidemment, mais si on lui impose une mission, donnez une chance au joueur d'y arriver. Par exemple, je ne sais pas s'il est spécialiste en informatique, laissez-lui, pas forcément à toutes les missions, attention, hein, il y a des missions où c'est pas possible, mais certaines missions sont possibles, laissez-lui le champ peut-être pour du piratage ou même du transfert de données, ou je ne sais pas, enfin, adaptez aussi la mission vis-à-vis de ce que vous avez en joueur, comme ça ils ne seront pas bridés et ils ne seront pas frustrés. C'est quand même frustrant de se dire, bon, je crée mon perso, il est pro en informatique ou pro en séduction et je n'ai jamais l'occasion de séduire quoi que ce soit, ou alors jamais l'occasion de pirater un ordinateur, c'est dommage quand même. Du coup, pensez bien vos quêtes pour vos joueurs. Donc adaptez bien vos missions pour que les joueurs ne soient pas frustrés et qu'ils aient la possibilité d'agir en fonction de leurs compétences aussi, parce que c'est très important. 6. On va parler un petit peu des risques. Alors, il faut bien penser que le but n'est pas de risquer forcément la vie du joueur, surtout pas dans Vampire. Vampire n'est pas... Le but, c'est pas de rendre fou ou de tuer les gens, comme certains jeux... non, le joueur a une bête en lui, et ça c'est très important, il faut pas l'oublier. Donc il faut pas hésiter à jouer avec ça et de lui faire une descente aux enfers fur et à mesure avec ça. Vous pouvez par exemple même faire apparaître la bête, la personnifier parfois, surtout quand il est proche. Par exemple, quand il a faim, il a soif, ou alors plutôt aussi quand il perd de l'humanité. Plus il approche de la bête, plus elle peut être présente et du coup jouer et influencer sur sa personnalité. Évidemment, la bête est son pire ennemi, mais aussi son meilleur allié, parce qu'elle l'aidera vraiment à sortir de situations délicates et difficiles. La bête a envie de survivre, après tout. Prenez toujours ça en compte, parce que parfois dans le scénar, des événements inattendus vont arriver, et la bête peut en être une cause. Et c'est là que ça devient très intéressant et que ça montre à quel point finalement le joueur devient une bête et qu'il n'est pas humain. Ce n'est pas un jeu de super-héros. Et ça, du coup, ça peut créer un nouvel arc narratif. Un nouvel arc narratif, tu dis? Oui, exactement. Alors, nouvel arc narratif, ça veut dire aussi qu'on peut faire arriver de nouveaux ennemis, ou comme je disais tout à l'heure, on peut avoir par exemple deux PNJ qui pouvaient être de très gros alliés qui peuvent devenir des ennemis. Et donc rajouter des nouveaux arcs narratifs avec peut-être encore plus de merde, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à adapter l'histoire. Ça ne veut pas dire que la main quest, donc la quête principale du scénario, est abandonnée. Ça veut juste dire que les joueurs se sont mis dans d'autres emmerdes qu'ils doivent régler en parallèle de ça. Et c'est ça qui est vivant, c'est ça qui donne un côté très vivant aussi finalement au jeu. On n'est pas forcément dans un film où tout est écrit et en mode ok, on n'a que ce problème-là. Non, parfois d'autres soucis arrivent et n'ont rien à voir avec le gros souci actuel en ville. Après, faites attention qu'une fois que les petits arcs narratifs sont faits, de revenir sur la main quest évidemment. 8. Je n'ai qu'une main. 8. Alors, je dirais faire
une liste d'événements aléatoires, c'est très important. Même si on n'est pas en mode sandbox, open world, etc. C'est très important, liste d'événements aléatoires, parce que s'il y a un blanc, ou bien même s'ils sont un peu en avance sur le scénar, ou bien même si voilà, la situation où ils arrivent dans un lieu, la situation le permet, ça peut être important, ça peut être très intéressant. On fait une grosse liste d'événements aléatoires. Mais l'improvisation dans tout ça, on l'utilise quand? Alors l'improvisation, c'est très important, parce que c'est ce qui rend le jeu organique et le jeu de rôle, ce qui est très bien. Alors évidemment, il faut écrire, il faut préparer la partie tout de même, même si certains jeux poussent à ne pas le faire, comme par exemple les jeux propulsés par Apocalypse, mais ce sera encore un autre sujet. Non, ça, c'est très important de préparer la partie. Cependant, c'est aussi très important de garder l'improvisation. C'est pour ça que le mieux est de décrire, de donner les informations importantes. Vous écrivez par exemple, quand c'est un jeu très social comme Vampire, les informations importantes qui doivent être envoyées au personnage, mais pour les PNJ par exemple, vous dites juste son humeur, quelqu'un qui est par exemple très colérique ou très etc. Vous détaillez juste le personnage, mais après c'est à vous d'improviser. Et pareil pour les rencontres aléatoires, vous ne préparez pas trop non plus. Il faut qu'il y ait toujours cette improvisation, c'est l'improvisation qui rend le jeu organique et qui laisse les PJ libres aussi, et c'est très important de laisser les joueurs libres de leurs actions. C'est comme ça qu'ils peuvent s'éclater, s'amuser et comprendre que le jeu est vivant. Donc ne barrez pas, ne faites pas de barrières aux joueurs. Laissez-les aller où ils veulent et vous improvisez avec tout ça. Avec suffisamment de préparation, vous savez à peu près ce qu'il y a en ville, vous savez à peu près le type de personnages qu'ils peuvent rencontrer, vous savez à peu près vis-à-vis du lieu où ils vont aller, ce qui est possible de rencontrer. Et avec ça, vous improvisez. Le but, c'est d'avoir quelque chose de solide, mais qui peut être adaptable. Surtout, ce qui est important aussi, c'est de ne pas avoir peur avec l'improvisation, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu plus habitués à ça et d'autres beaucoup moins et qui ont un peu peur. Surtout, n'ayez pas peur du ridicule. Regardez en IRL, regardez dans le monde réel, quand vous vous baladez, vous avez certainement déjà rencontré des individus étranges ou peut-être un peu marrants, un peu décalés, ou bien même si vous avez vécu des situations dignes d'un film comique français où vous vous dites non, c'est pas possible et ce serait très mal écrit. Non, surtout n'ayez pas peur, lâchez-vous sur l'improvisation et c'est à force d'en improviser que tout vient. Et pareil, quand vous écrivez les personnages, n'hésitez pas à faire vivre ce personnage en se lâchant, même si c'est parfois cliché, c'est pas grave, c'est l'improvisation, on est là pour s'amuser et tout se passera bien. C'est beaucoup mieux que si vous barrez les choses aux joueurs, si vous barrez les chemins ou si vous dites non, vous pouvez pas faire ça, etc. Non, laissez les joueurs rencontrer n'importe quel PNJ lambda. Ce PNJ lambda peut par la suite devenir un PNJ très intéressant. Donc voilà, c'était quelques astuces, quelques tips pour la création de campagnes pour Vampire. Et surtout, nous approfondirons tout ça un petit peu plus dans d'autres vidéos qui seront liées à certains sujets importants, comme la création de lieux, création de personnages, etc. pour Vampire. Donc surtout, n'ayez pas peur, lancez-vous dans la création de scénarios, écrivez, lâchez-vous. Parce que, comme dit Jody Picoult, vous ne pouvez pas écrire bien tous les jours, mais vous pouvez éditer une mauvaise page, mais vous ne pourrez pas éditer une page vierge. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour la vidéo, ainsi que vos retours. Nous approfondirons les sujets dans d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à suivre nos séries Vampire saison 1 et Loup-garou saison 1, ainsi que vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt.